Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique, votre émission de débat en Franche-Comté. De la maternelle au lycée, il veut tout changer, ou presque. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, multiplie les réformes, crispant une partie des enseignants et des parents d'élèves. Alors de quoi ces derniers ont-ils peur? Pourquoi notre école doit-elle être réformée? À quoi vont ressembler les cours donnés à nos enfants demain? On va en débattre jusqu'à midi avec nos trois invités. Je vous les présente tout de suite. Fanette Charvier, députée La République En Marche du Doubs. Vous êtes rapporteur du projet de loi sur l'école de la confiance à l'Assemblée nationale. Également sur ce plateau, Nathalie Fèvre, secrétaire académique du SNES-FSU. Le SNES, c'est le syndicat national des enseignements du second degré. À vos côtés, Sandrine Claude, présidente de la FCPE du territoire de Belfort. Vous êtes aussi coordinatrice régionale académique de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Bonjour à toutes les trois, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme chaque semaine, nos téléspectateurs aussi peuvent participer à cette émission. Vous pouvez, devant votre télé, nous faire part de vos réflexions, de vos questions sur la page internet de l'émission, sur le site de France 3 Franche-Comté. Je me ferai d'ailleurs le relais de vos questions tout au long du débat. Et puis, vous pouvez aussi commenter l'émission en direct sur les réseaux sociaux avec le mot dièse Dimpol FC comme Dimanche en politique Franche-Comté. Alors, mesdames, il y a d'abord eu cette réforme du lycée et du baccalauréat qui sera mise en œuvre à la rentrée prochaine et qui est accusée notamment de fragiliser les établissements du monde rural. Il y a ensuite ce projet de loi sur l'école de la confiance voté à l'Assemblée nationale et qui arrive en ce moment même au Sénat, un texte qui crée la polémique, jugé comme menaçant la liberté d'expression des enseignants et plaçant sous tutelle des écoles bientôt regroupées autour d'un même collège. Et pourtant, le président de la République ne cesse de le répéter, l'école est sa priorité. Investir dans l'école, c'est la première politique de lutte contre les injustices dans notre pays, disait encore Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse la semaine dernière. Sandrine Claude, un président de la République qui fait de l'école sa priorité, est-il un bon président ? Alors, il ne m'appartient pas de répondre par l'affirmative ou la négative, mais on peut peut-être aussi s'interroger sur le fait que nous sortons d'un grand débat national et que dans ce grand débat, il n'y avait guère de place pour l'éducation. Donc il faudrait peut-être un petit peu rester cohérent sur ce sujet. Quand on veut investir dans l'école et dans une réelle école de la confiance, on entend et on écoute. Ce que vous semblez dire, c'est qu'il y a les paroles d'un côté, les actes de l'autre ? C'est très clairement ça, oui. Les paroles sont très jolies, elles peuvent être très rassurantes pour des parents qui ne sont pas engagés comme nous le sommes toutes les trois autour de cette table. Mais la sémantique est importante et la sémantique ne dit pas forcément que tout va être aussi rose et merveilleux que ce qu'on nous annonce. Nathalie Fèvre, Emmanuel Macron a dédoublé les classes en zone prioritaire, les petites classes on va dire. Il promet de limiter le nombre d'élèves à 24 par classe de la grande section au CE1. Il s'engage à ne plus fermer d'école sans l'accord du maire concerné. Vous dites bravo ? Je dirais bravo s'il avait précisé comment il va faire pour financer tout ça. Parce que pour l'instant, ce que nous avons constaté depuis que Macron est au pouvoir, c'est que tout ce qui a été fait pour le primaire sont des moyens qui ont été prélevés au second degré. Donc, si c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul, ça ne sera pas efficace en termes d'éducation. C'est-à-dire que si les élèves qui sortent du primaire dans quelques années ont effectivement un socle d'acquis plus solide qu'actuellement, mais qu'ils arrivent dans une structure collège et lycée totalement désincarnée, ils risquent de régresser et d'oublier ce qu'ils ont appris. Fanette Charvier, vous entendez les craintes de vos deux interlocutrices ? J'entends effectivement les craintes, mais je crois qu'il faut quand même rappeler que le budget de l'éducation nationale, c'est le premier budget de la France et qu'il y a un effort d'investissement sans précédent sur le primaire. Pourquoi ? Parce qu'on constate que le primaire est sous-investi et qu'on investit, alors par rapport aux pays de l'OCDE, on investit 14% de moins que d'autres pays européens dans le primaire. Et ensuite, on s'interroge et on se dit mais pourquoi est-ce qu'on a 20% de nos élèves qui ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux ? Et quand on ne maîtrise pas les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, comment voulez-vous pouvoir envisager de réussir ensuite au collège ou au lycée ? Donc l'investissement, effectivement, la priorité, elle est aujourd'hui sur le primaire.
J'aimerais répondre à cela en termes de pourcentage du PIB, la France n'est pas dans les pays en tête de peloton. C'est-à-dire que c'est à peu près 5,8% du PIB, alors que dans d'autres pays, on monte à plus de 6. Et quand on fait le détail, on se rend compte que ces dépenses d'éducation sont de plus en plus restreintes pour l'État et sont de plus en plus compensées par des dépenses des familles. Donc, c'est-à-dire, vous avez un exemple ? C'est-à-dire que les familles consacrent de plus en plus d'argent à des cours de rattrapage, du soutien, etc. Par contre, les dépenses de l'État en termes d'éducation ont tendance à baisser. L'État consacre moins en termes de pourcentage du PIB à l'éducation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on veut comparer avec les autres pays, le taux d'encadrement de nos élèves, notamment dans les petites classes. Je précise, le taux d'encadrement, c'est en gros le nombre d'adultes par classe. Voilà, est très faible en France par rapport à d'autres pays. Sandrine Claude, je reviens sur l'annonce de la semaine dernière dont on a beaucoup parlé dans les médias et cela vous concerne parce que cela fait des années que, notamment dans notre région, les parents d'élèves se mobilisent contre les fermetures de classes, les fermetures d'écoles. L'engagement du président de la République de ne plus fermer aucune école sans l'assentiment du maire concerné, c'est une bonne chose. Jean-Michel Blanquer disait il y a quelques jours, la non-fermeture d'écoles primaires, c'est une mesure historique. Alors, certainement historique. Faut-il que ça soit vraiment cela dans les faits ? Nos maires, aujourd'hui, quelle que soit la grosseur de la commune, investissent dans les écoles et s'interrogent toujours quand il y a une menace de fermeture à minima. Ils demandent de pouvoir avoir quelque chose de plus long en temps devant eux, puisque ces investissements sont coûteux pour un budget de la commune. Et il est très très rare, dans 14 ans de militantisme, je n'ai jamais entendu un maire dire « je suis d'accord pour qu'on me ferme mon école ». C'est quand même une évidence. Voilà, c'est un service public que l'on rend aux habitants d'une commune et surtout pour aussi les habitants des communes rurales. Je vous l'ai dit, on répond aussi aux questions des internautes et on en a beaucoup depuis le début de la semaine, notamment cette réflexion de Fetusman qui nous dit « Si réformer, c'est réduire les moyens et lancer des annonces pour faire croire qu'on a réinventé la roue, non merci ». Fanette Servier, les réformes de Jean-Michel Blanquer, ce sont des réformes d'abord pour faire des économies ? Pas du tout, pas du tout. Ce sont vraiment des réformes pour rendre notre système plus juste. Un des enseignements également de l'OCDE, c'est que l'OCDE nous place régulièrement dans la moyenne des pays, dans les enquêtes PISA par exemple. Ce sont les enquêtes qui mesurent le niveau des élèves dans chaque pays, à un niveau égal, on va dire. Voilà. Tout à fait. Sauf que quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'en fait, chaque année, les bons élèves sont toujours meilleurs et les moins bons élèves sont toujours moins bons. Et donc, on a le système le plus inégalitaire qui existe. D'où toute la politique qui est faite aujourd'hui sur le primaire et sur concentration de moyens là où il y en a besoin. Ça peut être des besoins... Quitte à réduire les moyens, c'est l'inquiétude de Nathalie Fèvre. Quitte à réduire les moyens ailleurs, notamment dans les classes plus supérieures et le collège. Il n'y a pas de réduction de moyens. Il y a eu effectivement une suppression de postes, de 800 postes de mémoire d'enseignants dans le second degré, qui est compensée par des heures supplémentaires. Pourquoi est-ce que le ministère a fait ce choix ? Tout simplement, c'est parce que dans le secondaire, il y a une bulle démographique. Aujourd'hui, dans le premier degré, il y a une baisse démographique importante chaque année. Et à la rentrée prochaine, malgré l'instruction obligatoire à 3 ans, le premier degré perd des élèves. Et donc, ça va arriver dans le secondaire. On va constater une baisse démographique qui n'a pas lieu pour le moment. Donc, on préfère pour le moment proposer effectivement compensation par heure supplémentaire. Et on sait qu'ensuite, on constatera dans le second degré la baisse démographique qu'on constate aujourd'hui dans le premier degré. C'est un choix de long terme. Sauf que les enseignants qui nous posent des questions, eux, constatent une pénurie d'enseignants. Je vous lis par exemple une réaction d'Anne-Laure. La pénurie d'enseignants continue. Pourquoi le gouvernement a-t-il baissé le nombre de recrutements cette année ? Vous dites 800 en moins. Moi, j'avais vu sur le budget 2019 2650 postes en moins sur collège-lycée contre 1800 recrutements dans le primaire, ce qui fait une perte sèche de 800. 2650 postes qui ne sont pas forcément des postes d'enseignants. Donc il faut faire aussi, il n'y a pas que des enseignants dans le secondaire.
Mais l'un dans l'autre, de toute façon, la baisse dans le secondaire, la baisse de postes est compensée par les heures supplémentaires. Dans le premier degré, au contraire, on a une baisse démographique et on crée des postes justement pour améliorer le taux d'encadrement et avoir des classes avec moins d'élèves. Nathalie Fèvre. Alors, il y a des suppressions de postes sèches et il y a effectivement des suppressions de postes partiellement compensées par des heures supplémentaires. Pourquoi ? Parce que dans l'enseignement, une heure supplémentaire est moins rémunérée qu'une heure poste. Donc le ministre fait bien des économies sur notre dos. Je tiens tout de même à préciser que ça n'est pas la même chose et que du coup, le taux d'encadrement va baisser puisqu'on va simplement demander aux profs d'en faire plus. C'est d'ailleurs pour cela que Jean-Michel Blanquer a imposé une deuxième heure supplémentaire à tous les profs. Il y a donc une vraie volonté de faire des économies, tout comme le recrutement de surveillants pour faire court. Puisque maintenant, dans leur nouveau statut, les AED pourront... donc les surveillants pourront, les assistants d'éducation pourront petit à petit faire court pour un salaire très modique et donc combler les trous béants de recrutement auxquels le ministère est confronté. Et par rapport aux inégalités, il faut voir que le ministre va renforcer les inégalités géographiques et sociales, à la fois par la réforme du lycée et par la loi pour l'école de la confiance. Je m'explique. Rapidement. On reviendra, je vous promets, d'ici la fin de l'émission, spécifiquement sur la réforme du lycée. Ouais. Mais sur l'école de la confiance, en quoi les inégalités sont-elles renforcées ? Eh bien, on va graver dans le marbre l'existence de sections internationales qui seront financées à la fois par des subsides privés et publics. Et on va également graver dans le marbre les enseignements des savoirs fondamentaux qui sont un regroupement par réseau d'écoles primaires et de collèges. Et on sait tous très bien que la mise en réseau des écoles et des collèges, c'est pour faire des économies d'échelle. Et qu'à terme, ça va se solder par la fermeture de locaux dans les petites écoles rurales. Sandrine Claude, est-ce que les familles partagent les craintes des enseignants ? Oui, et sur bien des points. On évoque donc le projet de loi de l'école de la confiance. Alors tout le monde n'a peut-être pas pris le temps de lire, mais l'article 1er vaut son pesant de cancoyote, j'ai envie de vous dire. En franc-comtois dans le texte. C'est exactement ça. Par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de la communauté éducative contribuent à l'établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leurs familles au service public de l'éducation. Voilà. Mais à aucun moment, il n'est écrit que la réciproque doit être vraie. Alors, Madame la députée, vous évoquiez un malentendu dans votre rapport. Simplement, les mots ont un sens et quand ils n'y sont pas, le doute est plus que permis. On met de côté les familles, Fanette Chervier ? Pas du tout. Et dans cet article premier, qui, je le rappelle, n'a pas de portée normative, c'est-à-dire qu'il n'ajoute rien par rapport à l'obligation de neutralité qui est déjà due pour tous les fonctionnaires, il y a effectivement une précision de l'exemplarité des enseignants. Il y a également la communauté éducative qui est impliquée et il y a également l'institution. Donc, je pense qu'il est important de rappeler, c'est un simple rappel en fait d'une évidence des relations qui devraient prévaloir entre l'institution, les enseignants, la communauté éducative. Jérémy, vouloir 24 élèves par classe est-il raisonnable quand il n'y a pas assez de salles ? On parlait du nombre d'enseignants, il y a aussi des problèmes très concrets, c'est la place. Bien sûr. Comment fait-on ? Bien sûr. Alors, on a eu déjà un aménagement sur les dédoublements de classes CP et CE1 en REP. En zone prioritaire. Voilà. Tout à fait. Qui a demandé beaucoup d'investissements dans les villes concernées. Et il est évident que sur le 24 élèves par classe, donc en dehors des zones REP, y compris en ruralité, il va falloir des aménagements. Et encore une fois, c'est un objectif. C'est-à-dire qu'à la rentrée 2019, on n'aura pas 24 élèves par classe partout. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a un enjeu de salle et donc il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on accompagne les collectivités pour pouvoir mettre en œuvre cette disposition. Il y a également un enjeu sur les enseignants. Ce serait, on est bien évidemment obligé de lisser le recrutement des enseignants que ça nécessitera.
Sandrine Claude, ces problématiques très concrètes de place, de nombre de salles disponibles, j'imagine que les familles y sont sensibles, les parents d'élèves. Les familles y sont très sensibles et nous militants encore plus, d'autant que là c'est un problème qui va se poser pour le premier degré, mais qui se pose par exemple déjà dans nos lycées. Je pense aux laboratoires de langue, aux sciences, ou divers ateliers informatiques. On n'a parfois pas assez de postes, pas assez de paillasses, pas assez d'ordinateurs. L'éducation nationale n'a pas les moyens de ses ambitions? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? J'ai envie de vous dire un petit peu, même si Madame la députée rappelait très justement de toute façon que nous avons la chance d'être le premier budget de l'État. Mais pour autant, on peut quelquefois aussi s'interroger sur la distribution des moyens. Ça, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Et pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure sur l'économie, il y a un article du projet de loi qui a fait polémique. C'était l'article 6, si ma mémoire est bonne, et qui est supprimé et qui va être vraisemblablement retravaillé, et qui évoquait la possibilité de faire quand même des regroupements dans les zones rurales. Qui dit regroupement dit quand même économie, et on en revient toujours là. Pardon, c'est pas nécessairement un regroupement physique. L'article 6 dont Madame vient de parler, c'est un nouvel établissement. Un établissement n'est pas forcément sur un seul et même site. Et l'idée n'est pas du tout de faire des économies, mais de travailler à la liaison entre le premier et le second degré, et particulièrement au sein d'un cycle qui est à cheval. Je rappelle, le cycle 3, c'est du CM1 jusqu'à la 6e, c'est de pouvoir travailler à des projets pédagogiques de manière à mieux articuler cette liaison entre deux établissements, effectivement, où la pédagogie ce que redoutent les enseignants, c'est d'être mis sous la tutelle déjà de la suppression des directeurs d'école, et puis d'être mis sous la tutelle de collège. Je parle des enseignants du premier degré, des écoles. Les établissements des savoirs fondamentaux. Première chose, il n'y a aucun établissement forcé. C'est à l'initiative du territoire. C'est une convention entre les collectivités territoriales, et on n'ira pas en créer quand les enseignants, la communauté éducative ne le souhaitent pas. Ça n'est pas une remise en cause du directeur d'école, aucunement. Et au contraire, la volonté est plutôt globalement de renforcer le directeur d'école dans ses fonctions. Vous êtes rassurée, Nathalie Fèvre, par Absolument ces explications? pas. Absolument pas. Déjà, vouloir mettre les écoles sous la coupe des collèges est très malvenu, parce que Votre vocabulaire et le choix de vos mots est contesté par Fanette Charvier. C'est tout de même bien ce qui est contenu dans le projet, puisqu'il était envisagé la création d'un principal adjoint qui serait chargé de chapeauter toutes les écoles du réseau. Donc il s'agit bien de créer une nouvelle hiérarchie intermédiaire pour chapeauter les écoles. Or, les directeurs d'école existent. Ils sont issus d'une tradition de cooptation entre collègues, et nos collègues du premier degré y tiennent beaucoup, parce que ça permet un travail entre pairs. Et il est hors de question pour eux de renoncer à ce mode d'organisation qui fait partie de leurs habitudes et qui est efficace. Et le mode de gouvernance verticale du second degré, avec un proviseur ou un principal qui donne des ordres et des enseignants qui exécutent, est quelque chose qui crée beaucoup de conflits à l'heure actuelle. Et il nous paraît très malvenu de vouloir l'appliquer au premier degré. Un témoignage de Raphaël, directrice de maternelle. On m'a explicitement demandé d'accueillir les enfants de petite section avec des couches dès la rentrée prochaine. Comment je fais pour gérer les couches et l'échange lorsque j'ai 1 heure d'ATSEM dans la journée? Est-ce de la bienveillance envers les enfants de les laisser attendre avec une couche sale le temps que quelqu'un se libère pour les changer? C'est ça la réalité du terrain. Fanette Charvier, que répondez-vous à cette directrice d'école maternelle? C'est effectivement une difficulté qu'on a pointée, nous, dès qu'on a eu connaissance du pré-projet de loi, c'est-à-dire en octobre l'an dernier, sur comment faire face à des enfants qui ne sont pas propres. La plupart du temps, la propreté, elle se résout en quelques semaines, dans la majeure partie des cas. Et on peut aménager... Même quelques semaines, Fanette Charvier, c'est des situations auxquelles sont confrontés les enseignants. Et on peut aménager, du coup, parfois, la présence de l'enfant. On n'a pas souhaité mettre des exceptions dans la loi sur l'obligation d'instruction à 3 ans, parce que sinon, ça fausse complètement le message et la symbolique. Donc,
L'instruction, elle était obligatoire à partir de 3 ans. Il est évident que dans certains cas, et je pense qu'il faut que ça reste du cas par cas, on puisse avoir des aménagements. Et là, on travaille avec l'éducation nationale, avec les collectivités territoriales, puisqu'effectivement, en école maternelle, les ATSEM, elles sont embauchées par les mairies. Voilà. Donc il faut évidemment pouvoir éventuellement prévoir des aménagements, mais c'est du cas par cas, ça ne relève pas de la loi. Je vous donne la parole, Nathalie Feuve, mais on a énormément de questions sur la rémunération des professeurs. C'est une avalanche, je vous en donne qu'une. Mathieu qui nous dit: quand alignerez-vous la rémunération des enseignants sur les autres fonctionnaires d'État catégorie A? Évidemment, c'est une revendication lancinante des enseignants. Est-ce que vous voyez le bout du tunnel sur cette question-là? Ça fait 20 ans qu'on constate une lente dégradation du pouvoir d'achat des enseignants. Et pour vous donner une idée, le salaire de départ d'un enseignant, c'est-à-dire bac plus 4, 5, c'est 1 400, 1 500 euros. C'est-à-dire à peine plus que le SMIC. Donc, salaire moyen, oui. tout enseignant confondu. En début de carrière, oui. Non, là, vous parlez du début de carrière. Oui. Le salaire moyen, je précise, c'est 2 460 euros net. Oui. Sur l'ensemble du corps professoral, on va dire. Ce qui nous place bien en queue de peloton des pays comparables en Europe. C'est 2 fois moins qu'en Allemagne ou en Suisse voisine. Ça explique la crise de recrutement. Donc la faiblesse des salaires plus les difficultés d'exercice du métier font que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus se tourner vers le métier d'enseignant. Et donc à un moment donné, le ministère sera au pied du mur. Il faudra bien revaloriser le métier si on veut continuer à avoir un prof devant chaque classe. Est-ce qu'on peut demander aux enseignants de réformer comme ça, de tout changer régulièrement? Parce que c'est quand même le cas, il y a des réformes de l'éducation nationale tout le temps, avec ces niveaux de salaire-là, Fanette Charvier. Il est évident que sur la partie salaire, on a encore beaucoup d'efforts à faire. La masterisation, d'ailleurs, n'a pas forcément été compensée. C'est-à-dire qu'avant, on recrutait à bac plus 3, on recrute à bac plus 5. Ça n'a pas forcément été suivi d'effet en matière de hausse de rémunération. Et on a énormément de choses encore à faire. Il y a des choses qui ont déjà été lancées sous le quinquennat précédent, qui se poursuivent aujourd'hui. Je pense sur la gestion des carrières, avec la création d'une classe exceptionnelle. Et puis, on va s'atteler justement sur le début de carrière. C'est-à-dire que rentrer à l'horizon 2020, un certifié stagiaire en début de carrière, c'est 1 000 € annuels supplémentaires pour le début de carrière. On ne peut pas tout rattraper d'un coup, on ne peut pas tout gommer d'un coup, mais il y a des efforts qui sont faits. Je pense également à la prime REP, c'est-à-dire à un moment donné récompenser ceux qui s'engagent dans des établissements réputés difficiles. Il y a aussi une reconnaissance qu'on peut trouver en fonction des engagements qui sont. Il nous reste une poignée de minutes. J'aimerais qu'on parle un peu de la réforme du lycée qui va rentrer qui va commencer en septembre prochain. Fini les filières L, S et ES. Le problème, c'est que tous les établissements ne vont pas pouvoir proposer l'intégralité des nouvelles spécialités. Du coup, les petits lycées, en zone rurale notamment, se sentent fragilisés. Certains de leurs élèves vont trouver le bonheur ailleurs. Jérémy nous dit: pourquoi le ministre dit-il que les élèves pourront choisir leur spécialité alors qu'en fait, tous les lycées ne proposent pas toutes les spécialités? C'est un problème très concret auquel les familles, les parents d'élèves sont confrontés. Quel est votre point de vue là-dessus, Sandrine Claude? Alors Jérémy a tout à fait raison à la formulation de sa question. C'est exactement ce que nous avons vécu à la fin du trimestre dernier, au moment des conseils de classe du 2e trimestre, où nos élèves de seconde, via les fiches navettes, devaient formuler des vœux pour des spécialités l'année prochaine. On a demandé donc aux enfants de formuler des vœux, en n'ayant pas encore, puisqu'on a l'impression aussi qu'il y a une espèce de mercato permanent, en n'ayant pas non plus forcément la vision de toutes les spécialités, soit dans leur propre établissement, soit dans les établissements de leur ville. Quand on ouvre comme ça une boîte merveilleuse en disant c'est la liberté de choix, il faut vraiment que ça soit le cas. Or là, ça ne l'est pas. On a pu le constater avec plusieurs familles et on a des choses tout à fait aberrantes. On a des familles qui nous contactent en nous disant moi c'est telle et telle option, et on se rend compte que pour cette option que vraiment il veut faire parce que c'est ce qui va lui servir,
on n'a pas d'autre choix que de partir et être en internat. Alors évidemment, ça paraît être un cas extrême, mais c'est bien des choses qui existent. Et puis la difficulté aussi quand même de ce choix de spécialité, c'est qu'on demande aujourd'hui un choix, alors que les attendus du supérieur ne sont toujours pas communiqués. Et qu'il n'est pas non plus très visible pour les familles, le fait d'avoir à abandonner une des spécialités en fin de première n'est pas forcément visible pour tout le monde. Nathalie. Et pour construire un projet d'orientation, c'est quand même relativement saugrenu, sans parler de l'âge des élèves. Nathalie Fèvre, je vous vois hocher la tête depuis 2 minutes. Vous êtes d'accord avec tout ce qu'a dit votre voisine ? Ah mais complètement, cette réforme du lycée est dramatique pour les élèves et elle va, elle aussi, générer une accentuation des inégalités géographiques et sociales. Et Je pourtant, m'explique. Jean-Michel Blanquer dit « Je n'ai rencontré que des élèves de seconde heureux ». Alors là, il n'a pas dû Très rencontrer les enthousiaste. élèves. Tous les lycées ont amélioré leur offre. Je vois des élèves de seconde très enthousiastes. Non, c'est pas vrai. Beaucoup de lycées, notamment les petits lycées de notre académie, ont une offre qui s'est appauvrie. Allez demander aux collègues du lycée de Grès ou de Luxeuil ou du lycée Folleroux s'ils sont contents. Ils vont vous dire que l'offre est plus réduite. Je Et laisse. deuxièmement, Non, pas de deuxièmement. On laisse répondre juste Fanette Charvier. Je suis désolé, on arrive à la fin de l'émission. Il y a quand même un problème d'aménagement du territoire avec cette réforme du lycée, Madame Charvier, non ? Je vais essayer de faire concis parce que je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est Je vous confirme. évidemment la réforme du lycée, plus de choix, puisqu'on passe de filière à un panachage à la carte pour les lycéens. Et c'est également plus de choix. Je rappelle simplement qu'aujourd'hui, tous les lycées ne proposent pas les 3 séries scientifiques, littéraires, économiques. On a aujourd'hui 15% de lycées qui ne proposent pas les 3 séries. Demain, les 7 spécialités de base seront proposées dans 92% des lycées. C'est donc une amélioration de l'offre. Merci, on ne vous réconciliera pas, j'ai bien compris. Merci à toutes les 3 d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, votre flash d'information en région, puis la suite de Dimanche en politique. Francis Letellier reçoit Manon Aubry, la tête de liste de la France Insoumise aux Européennes. Bon dimanche à tous.